12 janvier à Thomonde, une bourgade du plateau central haïtien, à une 60aine de kilomètres de Port-au-Prince. Nous achevons le 5e épisode d'une chronique consacrée au développement, commencée 6 mois plus tôt. L'entretien avec le policier de l'endroit conclut notre tournage. Il évoque ses problèmes d'effectifs. Il est 16h53. Une force de police qui travaille au bénéfice de la population. Dans le viseur de la caméra, l'image bouge, le sol se dérobe. C'est le séisme. Il dure près d'1 minute. Nulle panique dans le village. On sourit, personne ne mesure l'événement. Le téléphone est coupé. Ce n'est que de retour à notre hôtel que nous en apprenons progressivement la gravité par une faible connexion à Internet. Nous partons vers Port-au-Prince au lever du jour. 1 heure de route jusqu'au premier faubourg. Peu de dégâts d'abord, juste quelques murs tombés. On a peut-être exagéré. Sur notre chemin, l'aéroport intact. Après lui, tout change. Un bâtiment effondré, un deuxième, une multitude. Nous ne parlons plus. Nous avançons lentement dans une circulation anarchique. De plus en plus de gravats, les premiers cadavres. Nous sommes avenue Martin Luther King. Mètre après mètre, nous nous frayons un chemin dans ce qui reste des rues. Partout, le même spectacle de ruines et de corps. Peu de bruit en dehors de celui du moteur des voitures, peu de cris, pas de sirènes et d'ailleurs pas de secours. Un chaos presque silencieux et sans espoir, l'hébétude. Nous parvenons au centre par des chemins tortueux. Une vue d'apocalypse nous y attend. La ville que nous connaissions n'est plus. Dans les espaces dégagés, les rescapés organisent une survie précaire. Un prédicateur appelle à la rédemption. De temps en temps, il y a toujours des répliques et on a peur que la maison s'enfonce totalement et qu'on soit victime. Nous perdons famille, nous perdons cousins et neveux, nièces, nous perdons un peu de bagages. Nous gagnons les hauteurs de la ville dans le même état. Le quartier résidentiel de Pétionville semble un peu moins dévasté, mais nombre de bâtiments y sont détruits, à commencer par les grands hôtels. Le Montana, où nous avions logé, est anéanti. Plus de 200 personnes s'y trouvaient. Là, du moins, des secours s'affairent. Une nouvelle secousse nous surprend. La nuit tombe sans la moindre lumière. Nous n'avons pas d'abri. Nous préférons retourner d'où nous venons malgré la route à parcourir. Le lendemain matin, retour à Port-au-Prince. L'aéroport n'est plus le même. Les premiers avions se sont enfin posés 38 heures après la secousse. Premiers secours internationaux et avec eux, bien plus rapide, la machine médiatique. En ville, c'est toujours le chaos. Nous nous rendons à l'hôpital général, effondré comme le reste. Des milliers de blessés y sont parqués. Quelques-uns reçoivent au mieux des soins sommaires. Ça depuis matin nous là, nous pas jouer de soins. Avec au moins de 12 à 13 personnes qui étaient couchés là, qui mourent. Manque de soins. On a souffert, les gens n'ont pas arrêté encore. On est obligé de mourir même depuis mardi, on compris même beaucoup de jeunes. Ici, comme ailleurs en ville pourtant, les secours et personnels soignants haïtiens se sont immédiatement mis à l'œuvre. Leurs moyens sont seulement dérisoires au regard des besoins. On attend de l'aide de n'importe quel pays ami. Et en principe, il doit venir. Simplement, ça ne va pas assez vite. Un peu plus loin, l'image dantesque de ce qu'on appelle la morgue. Des milliers de corps emportés dans l'urgence et sans identification vers des fosses communes creusées à la hâte. Ailleurs, dans le centre-ville, le peu d'espoir s'amenuise au fil des heures. Ici, la faculté de linguistique, plusieurs centaines d'étudiants sous les décombres. Combien on a estimé en tout? Combien de gens là? Normalement, pour la 4e année, 600. au niveau de la 4e année, il y a environ 80 étudiants. Pour la 4e année seulement.
À la nuit tombée, nous nous arrêtons à une rare lumière. C'est le ministère de la Justice. Le ministre fait partie des survivants, vestiges de l'État. Moi personnellement, j'étais sous la décombres, on m'a sorti de là après 3-4 heures. Et depuis ce jour, nous avons travaillé d'abord à faire sortir les vivants, les gens qui se trouvaient, qui ont manifesté des signes de leur présence. Et maintenant, il nous semble que la plupart des personnes qui sont encore là sont mortes. Ainsi s'écouleront encore des jours et des nuits, en dépit de la montée en puissance du dispositif international. L'aéroport, au fil de la semaine, prend une allure hollywoodienne, sous le contrôle d'une armée américaine plus télégénique que le dénuement des sinistrés. Pour la presse, le tour d'hélicoptère est gratuit. Port-au-Prince attire. Des volontaires improbables affluent tandis que des vols médicaux sont empêchés de se poser. Les soldats fourbissent leurs armes, mais des pompiers de Paris spécialisés tourneront près de 3 jours d'une escale à l'autre avant d'obtenir l'autorisation d'atterrir. L'aide parvient de mieux en mieux sur le tarmac et sans doute au-delà, mais en ville on meurt toujours de manque de soins. La faim et la soif se sont installées dans l'odeur des cadavres. On impute les lenteurs à l'insécurité, on invoque les pillages, les deux existent, mais ils restent limités. En attendant que soient dûment déployés 10 000 Marines en armes, les Haïtiens circulent et luttent seuls. Il commence à y avoir des secours ici quand même? Non. On essaie de... nous, les habitants de ce quartier, on s'est organisés, on s'entraide. On voit ça passer là-bas, là-haut, mais c'est tranquille pour nous ici, mais pas encore des aides de l'État. Non loin du centre de Port-au-Prince, le quartier Canapé Vert. Comme partout, des milliers de réfugiés en plein air. 5 jours après le séisme, on s'est un peu organisé. On est traumatisé. Tout le monde, sans distinction. On est traumatisé. On a besoin vraiment d'agir pour nous aider ici. En bordure du camp, les restes de l'hôpital du quartier. Un médecin opère à la chaîne sous un abri de fortune. L'amputation est souvent le seul remède. Dans la cour, la Croix-Rouge locale a dressé un poste rudimentaire avec les bonnes volontés. Moi-même, je n'ai pas mangé il y a 4 jours de ça depuis que j'ai bien goûté. Donc ça ne m'intéresse pas la nourriture. Mais la seule chose que j'en ai besoin, c'est matériel pour prendre soin et des blessés. Une semaine après la première secousse, nous retournons avenue Martin Luther King. Les gravats sur la chaussée sont déblayés, les corps retirés. Des sauveteurs quadrillent désormais scientifiquement les décombres, souvent trop tard malgré 136 sauvetages officiellement dénombrés et parfois télévisés. Ici, des portoricains errent sans activité précise. Là, une équipe israélienne inspecte en vain une autre université, sous laquelle gisent d'autres centaines d'étudiants. Un peu plus bas, des habitants parcourent les décombres à la recherche de quelque objet. On a récupéré un peu de vêtements, des ustensiles de cuisine. Ok, bon, mon salon là, c'est brisé. C'est tout. Naguère chef de service aux impôts, Pierre se retrouve aujourd'hui sans maison, mais aussi sans emploi, comme une grande part de la population, condamnée pour longtemps à vivre des dons internationaux. Comme beaucoup, après plus d'une semaine de campement, il préfère partir. Je vais me rendre à la province natale, c'est Dakar. Heureusement, c'est pas trop affecté. Bon, j'ai parlé à mes parents, bon, ils sont bien. Bon, je vais m'y rendre après les funérailles. Vous êtes dans votre famille pour un bon moment, je crois. Oui, et puis sans salaire, sans rien du tout. Devant ce qui fut la maison de Pierre, les convois de l'armée américaine se déploient très visiblement pour la première fois. Juste derrière, les blindés de la MINUSTA, la force des Nations Unies sur place depuis des années, bien discrète après la catastrophe. 10 000 hommes pourtant, étrangement armés pour une autre guerre que celle qui survient. Dans leur sillage, la machine humanitaire peut s'installer. Port-au-Prince est à reconstruire presque intégralement, société comprise. Une nouvelle phase commence, pleine d'inconnus. Elle promet d'être longue.